Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, fidèle à votre Quoi de neuf, nous allons aborder un sujet assez intéressant, très intéressant, enfin qui nous intéresse d'abord, avec un garçon, je vais dire, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'apprécie beaucoup son travail, monsieur Malcolm Ferdinand. Bonjour Malcolm Sakatibé. Bonjour, mon mari, vous-même. Alors, Malcolm Ferdinand, il est politiste, il est philosophe, il est chercheur, etc. Donc vous sentez que c'est un intellectuel, quelqu'un qui pense et qui nous donne une vision de sa manière de voir le pays. Alors justement, la situation des Antilles, c'est question, enfin, tu ne t'engages à rien. Qu'est-ce que le regard que tu peux avoir sur ça? Je pense que c'est un processus nécessaire. Ouais. Nécessaire. Je pense que nous sommes dans... On est en phase d'étape ou bien tu penses que c'est parti pour... Donc dans mon livre, le livre s'appelle « S'aimer la terre, défaire l'habité colonial ». Je développe et je présente ce qu'on appelle l'habité colonial. Ouais. Le mouvement social qui aujourd'hui dénonce la vie chère, pour moi, pointe un symptôme de l'habité colonial. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends une manière d'habiter la terre, d'être en rapport avec les autres humains et aussi avec le vivant. Le chlordécone, la contamination durable au chlordécone, est un autre symptôme. Ouais. Que dit l'habité colonial? Vous n'allez pas produire ce que vous consommez, vous n'allez pas consommer ce que vous produisez. Le résultat est qu'on a une production locale qui parfois reste inabordable pour les Martiniquais. En même temps, on a contaminé des terres pour plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Alors justement, Malcolm, on ne va pas faire un flashback, mais en retour. L'économie de plantation, c'est comment ça a été installé, etc. Le système d'économie de plantation, des concessions de terre, j'ai pas même acheté des concessions de terre qu'on avait données pour mes habitants, sous réserve qu'ils renvoyaient par exemple du sucre à la cour du roi de France, etc. Alors, tu penses que c'est le même système? Oui, alors, mais d'abord, je pense que voilà, les téléspectateurs, téléspectatrices qui peut-être me connaissent pas, je pense que je vais dire 2-3 mots sur qui je suis et mon parcours. Vas-y. Donc d'abord, effectivement, j'ai un peu une double casquette à la fois d'ingénieur en environnement et de docteur en sciences politiques et philosophie. Le livre que je... S'aimer la terre, tu peux montrer la jaquette à l'antenne, d'ailleurs. En fait, est le résultat d'une longue enquête. Voilà, d'une longue enquête de 15 ans. Donc 15 ans de travail. C'est un travail interdisciplinaire, c'est-à-dire que j'ai recours à plusieurs disciplines pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi dans le rapport avec la France hexagonale. L'agronomie, la chimie, la science politique, la philosophie, l'histoire. Et c'est pour cela que, par ailleurs, outre ma fonction de chercheur au CNRS, oui. Donc en tant que chercheur, surtout dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, on va interroger les gens, rencontrer, faire des entretiens, croiser tout ça et analyser. Par ailleurs, je suis aussi engagé à l'interface entre science et politique. En fait, les plans chlordécone dont vous avez entendu parler, en conseil scientifique qui s'appelle le CPSN, dont je fais partie. Donc en fait, c'est fort de ces expériences de recherche, de 15 années de recherche, de mes expériences d'expertise, que je propose aujourd'hui ce livre. Il s'appelle « S'aimer la terre ». Ce que je propose n'est pas uniquement une description des mots MAUX de cette contamination ou de l'ensemble des pesticides. Ce n'est pas dégâts, tu veux dire. Des dégâts sanitaires, des dégâts économiques, des dégâts politiques. Ce que je propose dans ce livre, c'est assez radical et c'est une autre manière de penser cette affaire. Vous savez, la façon de penser un problème n'est pas évidente. On peut le penser de différentes façons et la manière dont on le conceptualise informe les solutions. Si on pense que le chlordécone n'est qu'une question de molécule, effectivement, c'est une molécule organochlorée qui est assez particulière parce qu'elle est rémanente, elle reste longtemps dans les sols, elle est toxique, elle est cancérigène probable, possible. Et jusqu'à présent, la pratique, l'attitude de l'État était de dire le méchant, c'est le chlordécone, c'est la molécule. C'est ça le problème.
évidemment, si on a cette approche, il suffit à ce moment-là d'enlever la molécule du sol pour se dire « Ah ben, il n'y a plus de problème ». Cette approche, elle arrange bien l'ordre établi. Puisqu'on dit, bon ben, finalement, la structure dont vous parliez, l'économie de plantation, n'est pas en cause. Le gouvernement vertical de la France par rapport à la Martinique et la Guadeloupe n'est pas en cause. Le traitement discriminatoire judiciaire n'est pas en cause. L'absence de démocratisation des sciences n'est pas en cause. C'est juste la molécule. Ce livre prend au contraire le pari différent de se dire, mais en fait, c'est l'ensemble des relations qui ont rendu possible cette contamination qui est à repenser. L'exemple premier, par exemple, est le sort qui est réservé aux ouvriers, aux ouvrières agricoles. Oui. À leur génération, pas à eux seulement, aux familles, quoi. Ouais. On ne peut pas penser cette affaire sans voir les inégalités sociales qu'elle dénonce. Les ouvriers et les ouvrières agricoles ont été obligés d'utiliser le chlordécone et un ensemble d'autres pesticides, fongicides, insecticides, herbicides. Et ce sont pourtant les derniers qui ont été invités à la table ronde des discussions. Ouais. Je pense qu'on est sur Texas, le chlordécone qui était déjà interdit à un certain moment aux États-Unis. Ouais. Tout à fait. Et qu'on continue à utiliser ici. Mais avant même qu'il soit interdit aux États-Unis en 1975, la grève des ouvriers de 1974 en Martinique, février 1974, février 1974, avait déjà mis en exergue le danger de cette molécule, où des ouvriers qui n'étaient pas des scientifiques, mais qui avaient déjà une compréhension, un savoir tellement fort des dangers de cette molécule, qui revendiquaient non pas la diminution de l'utilisation, mais l'arrêt complet. Le résultat de l'État français à cette demande de dignité, en congé, salarisation, augmentation de salaire, et demande d'arrêt de ce pesticide, le résultat de l'État français a été la mise à mort. La mise à mort. L'État français répond par la mise à mort en toute impunité. Et c'est à cette condition qu'on a utilisé le chlordécone. Juste de t'interrompre, Malcolm, mais quand tu parles justement de l'utilisation, ils n'étaient même pas équipés, hein, ces gens-là. Par exemple, tu t'imagines le gars chez lui avec son linge de travail, quoi. Mais toute famille l'ont pris, hein, ça. Toute famille l'ont pris. Ouais. Mais quand je dis que c'est un problème social, ça veut dire que la solution au chlordécone doit aussi impliquer une forme de justice sociale. Ce n'est pas unique. Il ne s'agit pas uniquement de dépolluer, il faut aussi reconsidérer la place qu'on accorde aux ouvriers et aux ouvrières agricoles et plus généralement à l'agriculture locale du pays pour faire face au chlordécone. Ouais. Mais entre-temps, Malcolm, alors tu as eu cette histoire-là, puis entre-temps, tu as les grandes usines, parce qu'il y a les usines qui sont dans ça aussi, qui arrivent après. Donc le système économique change, toute la population rurale descend en ville, mais elle descend en ville, et puis tout ce qu'elle enlève toujours là. Tu vois? Alors quand tu évoques tout ça, il faut faire voir qu'il y a une mutation entre-temps. Oui, la société a changé, évidemment, ce n'est pas la même du XVIIe siècle à nos jours. La population paysanne de ça. Mais on trouve un ensemble de continuités. On trouve des choses qui se sont maintenues. Parmi les continuités, il y a aussi la place dominante des béquets dans l'économie et dans le foncier. La filière agricole de bananes est une filière qui est dominée par la présence de certaines familles béquets et donc les béquets qui se sont construits sur le mode explicite d'une solidarité raciale. C'est des familles, hein, tu te rappelles? Ce sont des familles. Comme ça, Cabot-Masson. La puissance d'argent, Cabot-Masson. Ce sont des familles qui, évidemment, comme tout groupe socio-racial, a des divergences, des pauvres, des moins pauvres, des moyens, des hommes, des femmes, etc. Mais qui, face à l'extérieur, maintient une solidarité entre eux. Une solidarité entre eux. Donc, ça veut dire qu'on on ne peut pas raconter l'histoire du chlordécone sans parler de cette domination socio-raciale des béquets sur l'ensemble de la société, de l'import-export, la grande distribution, du foncier et des filières agricoles. Et c'est aussi ce qui est dénoncé dans le mouvement social contemporain en Martinique. Oui, mais justement, à travers tout ça, je vois que, il y a pas mal de... Tu as des points de vue d'un sociologue. Tu n'as pas fait de sociologie un petit peu? Je me définis plutôt comme politiste et philosophe. Et justement, quand tu écris tout ça, je n'avais pas dit que tu textes, c'est un combat, hein, ça, ce que tu es en train de faire là. En fait, tu en es conscient, bien évidemment. Ouais. C'est un combat, mais... Tu vois que les démarches qu'ils ont entamées, là, les gens qui défendent... C'est un combat, mais bon, je parle dans le livre de lutte ancestrale.
chaque génération reprend les luttes des anciens et les poursuit à leur façon, à sa façon. Et ce que la génération d'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, toute mesure gardée, ce n'est pas la même chose que ce à quoi nos anciens étaient confrontés. Dans d'autres contextes, écrire ce livre m'aurait valu d'être en prison. Par exemple, quelqu'un comme Anja Davis, ça a été son cas. Donc je sais que voilà, nous sommes une génération de jeunes militants, de jeunes chercheurs. Je pense beaucoup à des collectifs. Je pense à Kéziane Lussier et bien d'autres qui ont mis en exergue qui ont mis en avant cette contamination. Mm-hmm. Et donc c'est aussi inspiré et armé de leur lutte. Il y en a pour dépolluer Matnick, le collectif du 13 janvier. Il y en a pour dépolluer Guadeloupe, le collectif Zéro Poison, Zéro Chlordécone. Bon, ce livre a été écrit à l'intérieur d'une lutte. C'est un livre de lutte, bien que ce soit aussi une œuvre scientifique. Ouais. Par exemple, est-ce que tu as enquêté, je ne sais pas, bien évidemment, tu as enquêté pour écrire ce genre de livre, tu es allé en Guadeloupe, tu es allé un peu partout aussi? Parce que c'est le même problème, hein, finalement, le Guadeloupe. Alors, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de différents types. Donc, des enquêtes qu'on appelle sociologiques. Donc, j'ai rencontré des agriculteurs, des pêcheurs, des responsables de l'État, des maires, en Martinique et en Guadeloupe. Et bien sûr, des militants. Mais j'ai fait aussi des enquêtes d'archives. Pour comprendre exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, je me suis rendu aux États-Unis, à Hopewell, la ville qui a fabriqué, où il y avait l'usine qui fabriquait le chlordécone. Ouais. Et j'ai aussi enquêté au niveau judiciaire, parce que l'entreprise qui a fabriqué le chlordécone aux États-Unis, elle a été condamnée au bout de 3 ans. Donc, de 75 à 78. 78, l'entreprise qui s'appelle Allied Chemicals a été condamnée pour avoir pollué une rivière et mis en danger les ouvriers de l'usine. Mais ça continue aux Antilles. Et là, on voit qu'il y a un traitement complètement inégal de l'affaire aux États-Unis et de l'affaire en France, où au final, alors que les premiers dépôts de plainte remontent à 2006 en Guadeloupe, même 2000 pour une entreprise Capes Dolé en Guadeloupe, et 2007 en Martinique, nous avons un système judiciaire français qui nous répond qu'il y a ce qu'ils appellent non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun crime, aucun délit. Et c'est une autre façon de nous dire, vous avez été contaminé pour plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, avec des conséquences graves au niveau sanitaire, augmentation des chances de survenue du cancer de la prostate, retard du développement cognitif, moteur et visuel des enfants, réduction de période de grossesse et bien d'autres choses qu'on va découvrir. Mais tout cela a été parfaitement conforme à la loi française. Donc c'est une façon de dire, vous avez été empoisonné de manière complètement légale. Donc évidemment, c'est une insulte à plusieurs titres, à l'humanité, à la dignité en fait des Antillais. Mais je pense que c'est aussi une insulte à notre faculté de juger. Aux Antilles, en fait, comme tout être humain, nous avons aussi la faculté de juger. D'analyser aussi, ouais. C'est pour cela que dans ce livre, je développe l'idée d'une justice décoloniale, la nécessité de pouvoir mettre en place un procès du chlordécone basé localement, public. Aujourd'hui, les Antillais n'ont pas accès au procès concernant leur propre demande de justice, où ça sera l'occasion pour les Antillais d'affirmer leurs valeurs. Nous avons une idée de la justice, nous avons des valeurs. Et nous n'avons pas besoin d'une justice qui, dans la pratique même, reste profondément coloniale. Nous n'avons pas besoin, en fait, d'avoir recours... Alors, je suis moi-même partie civile, comme d'autres collectifs. Je pense que c'est nécessaire, cette démarche. Ouais. Mais je pense qu'il est aussi nécessaire que nous ayons, comme le font d'autres îles caribéennes avec la Caribbean Court, avoir notre propre juridiction. Mais justement, un regard, Malcolm, là... Alors là, c'est un combat que vous menez, mais côté les élus martiniquais, les politiques martiniquais, ils ont été sensibilisés à ça, ça fait des années. C'est pas, je te demande peut-être pas de critiquer. Qu'est-ce que tu penses de leur attitude? Est-ce que tu penses qu'ils ont été sérieusement interpellés? Je pense qu'on a quand même des élus qui font des efforts. Je pense en l'occurrence à ce qui s'est fait... aux prêcheurs, la commune du prêcheur, où Martial Nadeau avait pris l'arrêté pour interdire l'utilisation de pesticides. On a des élus qui ont mené, avec Guadeloupe-Martinique, Serge Etchimi, Justine Bénin, qui ont mené une commission d'enquête parlementaire en 2019, qui était un travail conséquent.
Mais le problème pour moi n'est pas au niveau de... On a l'impression que ça tourne en rond. De l'attitude. Le problème n'est pas au niveau de l'attitude ou des bonnes volontés des élus. Il est au niveau structurel. C'est-à-dire quel est le pouvoir véritable des élus martiniquais. Et là, ce n'est pas uniquement de leur fait, voilà. Mais, parce que, bon, comme partout, il y a des problèmes, des divergences, d'accord. Mais en fait, nous ne sommes pas en capacité, nous n'avons pas la possibilité de nous administrer nous-mêmes. Nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas souverains. Ce que tu es en train de dire là, tu sais que c'est fondamental, ça, justement. Donc, en fait, les élus font ce qu'ils peuvent. Bon, je note quand même que nous avons un petit souci en termes de représentation féminine. Oui. Je pense que c'est important dans une société d'avoir une meilleure représentation. Mais, mis à part cela, les élus, tant qu'on n'aura pas une souveraineté à différents niveaux, il sera difficile de jeter la pierre aux élus. Ouais. Mais quand tu sors un ouvrage comme ça, regarde l'épaisseur, il fait combien de pages? Il fait 608 pages. Est-ce que tu penses que c'est accessible au commun des mortels, ce que tu viens de sortir? Tout à fait. Alors, d'une part, le fait l'écriture même, l'écriture, c'est pas trop technique, non? Vous allez vous-même voir. Et en fait, ce livre ne se lit pas comme un roman. Il y a 20 petits chapitres, et donc c'est des thématiques. Chacun peut aller piocher, regarder les petits chapitres et le parcourir un peu comme on a envie de parcourir une forêt. On va dans ce sens, on va dans l'autre sens. Par ailleurs, j'accompagne aussi ce livre d'un ensemble d'émissions de présentation publique, comme on le fait ensemble, des conférences. Aussi, D'ailleurs, ce vendredi 6 décembre, je vais donner une conférence à l'Atrium à 18h30. On va le répéter tout à l'heure. À partir de quelle heure? À 18h30, à l'Atrium, salle France Fanon. Et vous aurez l'occasion de venir m'écouter, mais aussi de poser des questions. Ouais. Ça participe pour moi d'un objectif de démocratisation des sciences aussi, de ne pas uniquement faire la science en vase clos à l'université, mais de proposer en fait aux personnes de rencontrer les chercheurs, de discuter. Oui, mais Malcolm, ce que tu es en train de me dire là, c'est une conférence, donc on est dans la configuration toujours, mais est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu vois ici même avec ce nouveau livre, où tu pourras être en contact directement avec le public, où il peut poser des questions, etc. Même à l'Atrium, les gens pourront poser des questions aussi. Tout à fait. Ah bon, parce que la conférence, elle est prévue pour... on a à peu près 2 heures de temps. Moi, je parlerai 40 minutes, 45 minutes, et on aura 1h15 d'échange avec le public. Donc 1h15, où c'est ça qui m'intéresse. Si je venais faire un cours magistral, j'ai pas besoin d'avoir du monde. Non, je suis en Martinique, je suis là pour pouvoir parler aux Martiniquais, aux Martiniquaises qui le souhaitent. Et justement, parallèlement à là, est-ce que tu as prévu également, par exemple, des images? Parce que tu sais, pour fixer un public, là, c'est... Oui, il y aura un ensemble de surprises à vous de... Ah bon? À vous de venir. Voilà. Même en cas de confiance, mais... Vini, ouais. Alors, 6 décembre, 18h30. Alors, quand tu apparais comme ça ici, c'est on va dire, des visites éclairs ou bien tu as une fréquence quand même? Parce que c'est pas le tout. Alors, ce travail, il est fait de 15 ans de recherche. Et ça fait 15 ans que chaque année, je passe plusieurs mois en Martinique et en Guadeloupe. Là, il se trouve que c'est une visite éclair pour des raisons familiales. Mais en septembre, nous étions là avec une équipe de recherche à laquelle je participe. On a organisé 2 journées d'études en Martinique sur l'affaire du chlordécone. Donc en fait, c'est un travail avec une fréquentation longue. Et puis c'est une matinique, quoi. Voilà, là, j'avais poussé un petit peu encore. Est-ce que tu penses que la population est ici, parce que souvent, on dit, fait la fête, est-ce que les gens sont prêts pour ce type de prise de conscience actuellement là? Même dans l'Hexagone aussi, les Antillais qui vivent là-bas, par exemple. Mais est-ce que les gens sont prêts? Ils ont toujours été prêts. Ce livre, il n'est pas sorti de ma tête. Il est sorti des personnes que j'ai rencontrées, qui elles-mêmes m'ont transmise, ont partagé leur combat. Quand on voit les mobilisations en ce moment, quand on voit les mobilisations de 2009, quand on voit les luttes qui ont toujours marqué l'histoire des Antilles,
il y a toujours eu des luttes depuis les Caraïbes et Kalinao qu'on a tués. Donc en fait, c'est un peuple de résistance, quoi. Le peuple a toujours été prêt. L'idée que nous devrions attendre est une idée coloniale. L'idée que nous ne serions pas prêts à faire de la science, à juger, à administrer ou à proposer notre propre économie agricole, c'est une idée coloniale. C'est une idée qui est déshumanisante. C'est-à-dire que c'est une idée qui est proprement, bon, en fait, vous avez besoin de quelqu'un, comme vous êtes encore des enfants, vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner à faire ce que tout le reste de l'humanité est capable de faire. Non, mais dans ça, bon, il y a évidemment, il y a c'est le respect en lui-même, la considération même de l'individu qui est mise en cause dans cette affaire-là. Parce que, autrement dit, nous, c'est des comiques, quoi. Nous, là, Et le danger, c'est que l'on trouve une manière très technique de résoudre la question du chlordécone, par exemple par une technologie dépolluante pratique, sans reconnaître ses dignités antillaises. C'est-à-dire tout en prolongeant la condescendance coloniale envers le peuple antillais. Ça, c'est un danger. Et on peut vous dire, ah, c'est bon, on a créé un problème que vous n'avez pas causé, puisque les Antillais n'ont pas choisi d'utiliser le chlordécone. On va le résoudre sans vous y inclure. Et en fait, on maintient une exclusion des arènes d'autorité scientifique, politique, administrative, économique de la population, et on continue ad vitam aeternam. Oui, mais la prise de conscience, Malcolm, dans ce cas-là, elle doit être encore beaucoup plus soutenue, parce que finalement, les gens te disent, Gaba Gayo fait en 2009, un gars qui mobilise dans la rue, s'il nie ça à présent, c'est qu'il n'y a dans le que 2009 pas tout à fait marché correctement comme il voulait voir. Non, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une vision linéaire. Comme ça, on dit, Il ne faut pas avoir une vision linéaire de l'histoire. On peut le lire différemment. On peut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi grâce à 2009. Et que ce qui s'est passé en 2009, c'est aussi grâce aux luttes anciennes. En fait, il y a une cyclicité en fait, des luttes et on s'inspire. Au contraire, je pense que c'est un devoir qui n'est pas toujours simple, mais ce dialogue intergénérationnel, il est fondamental. C'est très rare qu'on invente tout. Non, on s'inspire de ce qui s'est fait avant. Donc parfois, il y a des tensions. Les anciens qui disent « Ah, mais vous avez l'impression aux jeunes que vous avez tout inventé. » Les jeunes qui disent « Ah, aux anciens, mais vous n'avez rien fait. » Bon, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un juste milieu à trouver. Une manière à la fois d'hériter et d'apprendre des luttes anciennes, tout en proposant des éclairages nouveaux. Ça, c'est... Et donc, oui, le travail de sensibilisation est nécessaire, comme ça se fait aussi à Zouk TV. Voilà. Oui, mais justement, alors là, on a eu le problème. Le pire, c'est que tout le monde est plus ou moins conscient du problème, mais des gens comme toi, qui sont éveillés, qui sont éclairés, qui ont fait des recherches, etc. Enfin, c'est une impression que je donnais. À partir du moment où ils ont bien compris, on dirait qu'ils passent de l'autre côté. De quel autre côté? Dans le camp de la profitation, comme on dit. Ou bien, ils ont une situation, ils sont bien assis et puis ils sont foutus. C'est difficile pour moi de parler comme ça sans avoir des cas précis. Non, je n'avais pas cité de... Voilà. Donc du coup, moi non plus, et je peux pas... Mais moi, je crois qu'il y a... j'ai confiance... Tu es optimiste, quoi. J'ai confiance, et la confiance, elle se place envers le peuple martiniquais. Moi, je pense que... Mais le Jamdou, ça aussi, tout ça, c'est le travail qui était fait en amont. Tout à fait. Mais, tu vois, ça, tout à fait. Moi, je pense aussi... une chose que je souligne aussi dans ce livre, qui est la pratique du dormier, la pratique du belay et la pratique politique du belay qui me donne vraiment confiance. Parce que le belay, ce n'est pas qu'une musique, c'est un art de vivre aussi, en fait. Tu sais, ça, c'est un esprit belay. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a des... Au fond, ces 4 dernières années, depuis même 2018-2019, c'est un bol d'air que l'on a. C'est un bol d'air quand on voit cette nouvelle génération de militants qui se réveille, quoi. Qui propose des déboulonnages, le collectif RVN, etc. Bon, c'est un bol d'air. Est-ce que... Moi, je connais aucun mouvement avec qui on peut avoir des discussions, des dissensions, des désaccords. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais l'existence de ce mouvement, de cette génération, est quelque chose pour lequel nous devrions avoir beaucoup de gratitude en tant que société martiniquaise. On a fait le tour, on a fait presque le tour, mais en tout cas, il est déjà... Tu fais des séances de signature aussi quand tu... Oui, à l'Atrium et... le jour là. Le jour donc là... le 6 décembre, vraiment, là. Le 6 décembre, c'est...
à 18h30 et le lendemain à 10h à Cultura. À Cultura. Ouais. Donc, conférence, les gens pourront te voir, tu pourras peut-être même dédicacer des Tout à fait, tout à fait. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a des gens qui travaillent pour le pays. Voilà un bel exemple, justement. OK? À très, très, très bientôt sur Zouk TV. Merci en pile.